Bonjour René, Bonjour Valérie. merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, de prendre ce moment pour parler d'inclusion, diversité, de ton parcours. Et, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je te laisse te présenter. Écoute bien volontiers. Merci à toi de m'avoir invité. Donc, effectivement, mon nom est René Bujard. Je suis né à Genève, de parents d'origine suisse, même si du côté de ma maman, ils étaient italiens. Donc, on a eu un petit peu ces deux cultures dans la famille en grandissant, suisse et italienne. Et puis, je dirais que ça commence déjà un petit peu à donner une trame à ma vie et à mon intérêt pour tout ce qui est multiculturel, international, etc. J'ai fait mes études en Suisse. Je ne savais pas trop quoi faire, donc j'ai fait administration et business, et puis advienne que pourra. Comme je voulais aller dans l'international, j'avais été aux États-Unis pour étudier l'anglais pendant une année pour m'améliorer. Et à mon retour, j'ai pu commencer dans une boîte qui s'appelle Procter Gamble, donc une multinationale qui fait tout un tas de produits de grande consommation. Et j'ai eu la chance d'y travailler pendant 24 ans. J'ai calculé, j'ai fait environ 8 postes différents dans cette compagnie, dans 3 continents, 5 pays différents, donc États-Unis, Singapour, et en Europe, la Suisse, la Belgique et l'Angleterre. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir différents types de postes, toujours dans les ressources humaines, soit des postes traditionnels en termes de recrutement, de mobilité, de tout ce qui concerne la partie plus légale de l'emploi, ou alors ce qu'on appelle business partner, donc de travailler en partenariat avec quelques équipes pour les aider à se développer, à créer la bonne culture, à développer les talents, à avoir les bonnes compétences pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et c'est là, en fait, quand j'ai, en 2002, basculé de la partie plus traditionnelle à la partie plus HR Business Partner, que Ouais. j'ai eu l'opportunité de vraiment taper dans deux choses qui sont devenues des zones d'intérêt pour moi, tout ce qui est innovation et tout ce qui est diversité et inclusion. En fait, c'était en Angleterre, donc j'étais dans un département qui s'appelait Healthcare, la santé, et on donc développé des produits, soit que tu peux acheter directement toi-même, soit des produits sous forme de prescription. Et je soutenais principalement la recherche et développement. Et là, ils avaient décidé que leur culture serait l'inclusion. Et donc, ils avaient commencé à donner des formations aux employés. Et les managers ont dit, bon, bah, maintenant, je comprends que je suis pas inclusif, mais je sais pas comment devenir plus inclusif. Et le management a décidé d'investir là-dedans. Et vraiment, j'ai travaillé avec des consultants basés aux États-Unis qui m'ont totalement ouvert les yeux. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler au long de ce podcast. Autrement, j'ai ensuite pu travailler chez une boîte qui s'appelle Oxfam, donc une ONG qui lutte contre la pauvreté et les inégalités dans le monde. Je me disais, j'habite à Genève, soit je reste chez mon employeur actuel jusqu'à ma retraite, soit c'est le moment de changer. Et j'ai décidé de faire le grand saut. Et à Genève, on a les Nations Unies et puis tout un tas d'ONG qui Ouais. gravitent là autour. Et je me dis peut-être que la deuxième partie de ma carrière pourrait être d'aider à améliorer la qualité des ressources humaines dans le non-profit. Et donc, cette démarche. Je savais dès le début que ce job-là serait transféré à Nairobi un jour ou l'autre. Et je m'étais dit, bon, ben, d'abord, c'est un objectif qui, je trouve ambitieux parce que de déménager tout le leadership team à Nairobi, ça, c'est pas toutes les boîtes qui décident de le faire comme ça, du jour au lendemain. Et donc, je voulais les aider à le faire. Mais j'ai aussi dit, le jour où mon job va, à Nairobi, je vais être remplacé par une personne des pays du Sud. Parce que si le but est de rééquilibrer le pouvoir entre le Nord et le Sud et qu'on va tous avec notre job, les gens là-bas vont nous regarder et vont dire, où est le rééquilibrage? Et Ouais, pendant que je cherchais ensuite mon job suivant, mon ancienne boss de chez P&G était chez une boîte qui s'appelait Galderma dans la dermatologie. Elle m'a dit, bah, viens m'aider quelques projets pendant que tu cherches si tu peux. Et puis très rapidement, ça s'est converti en un job à plein temps qui m'a donné l'occasion là de découvrir plus le monde de ce qu'on appelle private equity. Donc, ces boîtes qui investissent du cash dans des business et qui essaient de les transformer et de les revendre en créant du cash supplémentaire. Et je viens de terminer cette position-là et je travaille maintenant sur mon futur. wow, c'est Au niveau génial. privé, je suis marié, mon épouse est anglaise, on a 2 filles qui maintenant étudient en Angleterre, elles ont plus de 20 ans. Donc de nouveau, tu vois un petit peu toute cette trame internationale Ouais, qui guide toute ma vie. ouais. T'es dedans, en fait, cette multiculturalité, quoi, en fait, depuis tout jeune. Voilà, Ouais, ouais. C'est très intéressant. Merci beaucoup pour ton partage. pas de souci. Je pense que ça serait bien, enfin, tu vois, c'est des mots, enfin, moi, tu vois, je viens du marketing et puis on a des grands mots forts dans le marketing, authenticité, vulnérabilité, proximité. Mais en fait, on croit que c'est des concepts, mais en fait, c'est pas des concepts, tu vois, c'est des choses qui sont là en nous. Et
Donc, c'est des choses on doit creuser, en fait, pour apprendre à se familiariser avec ces mots. Et puis, je pense que inclusion et diversité aussi, parce que, et tu le diras, et je t'ai entendu dans d'autres podcasts, donc je vais te laisser t'exprimer là-dessus, mais je pense que c'est plus que, tu vois, ouvrir un WC non genré, quoi, mettre un troisième WC Absolument. dans les toilettes, quoi, tu vois. Donc, je te laisse, en fait, expliquer, en fait, c'est quoi la diversité, c'est quoi l'inclusion, inclusivité, ça veut dire quoi, en fait, pour les entreprises, et puis, nous, en tant qu'êtres humains, ça veut dire quoi pour nous, en fait, ou pour le leader, quoi. Absolument. Non, effectivement, je pense que je suis arrivé à la conclusion, plus j'ai investi là-dedans, que c'est la stratégie organisationnelle la moins bien comprise et la moins bien utilisée par les sociétés de nos jours pour leur aider à développer leur business avec les employés qu'ils ont aujourd'hui. Hein, il y a des études de Gallup qui disent que jusqu'à 70% des employés sont pas totalement engagés au travail. Certains sont même présents physiquement, mais absents mentalement. Et ça, c'est du gaspillage. Et en Ouais. fait, si on arrive à vraiment engager la totalité des employés au 100% de ce qu'ils peuvent contribuer ou ce qu'elles peuvent contribuer, c'est tout bénéfice pour les employés et pour la société. Donc, ça, c'est le challenge du management aujourd'hui et demain. Et comment c'est que l'attraction des bons talents est difficile, autant d'abord faire au mieux avec ce qu'on a aujourd'hui, plutôt que de simplement vouloir les changer. Et la responsabilité incombe au management. En fait, dès que tu as deux personnes présentes, tu as déjà de la diversité. Hein, parce que personne est équivalent, même des jumeaux identiques auront des caractères légèrement différents. Et donc, plus tu as d'employés, plus tu as de possibilités de diversité. Mais maintenant, effectivement, je pense que on s'est quand même rendu compte avec les années, avec les études, avec les recherches, que tu as quand même un risque si tu ne n'es pas conscient, si tu ne n'étudies pas ça de manière active, de créer une société qui soit quand même assez similaire à la direction en termes de profil physique, en termes d'éducation, en termes de background culturel. Et ça n'est pas toujours l'idéal en fonction du business dans lequel on se trouve. Pourquoi? Parce que ben, si on vend des produits de consommation, comme j'étais dans mon premier emploi, eh ben, on veut être capable de créer des produits qui répondent aux attentes de tous les consommateurs, de toutes les consommatrices. Et ils sont pas tous les mêmes. Et donc, ça, c'est un business, impératif du business qui est vraiment important. C'est de dire, si on veut pouvoir continuer d'augmenter les ventes et le profit, il faut qu'on soit à même de vraiment comprendre la totalité de nos clients, de nos consommateurs. Et ça, c'est la première, si tu veux, justification au niveau business. Moi, j'ai traduit ça d'une façon assez simple. C'est de dire que j'ai envie que les employés puissent être totalement eux-mêmes au travail et qu'ils arrêtent d'utiliser de l'énergie pour se conformer et qu'ils utilisent toute leur énergie pour performer. Ah, c'est une petite phrase un peu assez simple, mais qui dit bien ce qu'elle veut dire. Et c'est, si tu veux, ça a commencé par ma propre découverte à un certain moment de ma carrière. Mhm. Donc, T'oses partager ça, ta oui, découverte? volontiers, absolument. Donc moi, j'étais donc de nouveau chez P&G. Hein. On parle des fois du syndrome un petit peu de l'imposteur et moi, je ressentais déjà un petit peu ça au début parce que on embauchait des tas de gens avec des diplômes d'écoles top dans tous les pays. Et moi, j'avais ma petite licence de l'Université de Genève. Et puis, je regardais autour de moi, je suis moins bon qu'elle, je suis moins bon que lui, mais pour l'instant, ça va. Et puis, un jour, on m'a dit, tu sais, tu devrais faire ce truc, ça s'appelle Myers-Briggs ou MBTI, et c'est un test de personnalité. J'étais, je suis pas sûr. S'ils savent ce qui se passe là-dedans, ils vont peut-être voir que j'ai pas le bon profil pour être un leader et ça va impacter ma carrière. Non, non, tu sais, on va le faire. C'est un outil très éthique et en fait, il n'y a pas de meilleur profil. Et on est ressorti de cette étude où effectivement, j'ai un profil très différent du profil typique business. Mais ils m'ont dit, tu ajoutes de la valeur, tu donnes une perspective différente et tu es OK. Je dis, waouh, je suis OK. Ce poids s'est levé de mes épaules. Et très rapidement, je me suis dit, je me demande combien de personnes autour de moi se sentent pareil. Je corresponds pas totalement aux attentes du management ou de la direction, mais si je m'ajuste un petit peu, ça ira. Et de nouveau, c'est du gaspillage d'énergie. Donc, le but, c'est de permettre à chacun d'être totalement soi-même au travail
mais ça demande aussi d'investir sur les managers parce que je me suis rendu compte très rapidement que là où la priorité réside pour changer ça, c'est au niveau du management. C'est le management qui fixe la culture, décide comment les choses sont faites et les employés s'adaptent en fonction de ça. Donc, s'ils reçoivent des messages qui leur disent oui, on veut de la diversité, mais si vous voulez réussir ici, il faut vous comporter comme ça, bah, de nouveau, les gens vont gaspiller de l'énergie pour se conformer ou vont partir ou vont pas être totalement impliqués et donner la totale valeur de ce qu'ils ou elles peuvent apporter. Donc, de pouvoir vraiment intégrer toute cette diversité derrière quand même un plan d'action commun, ça demande du doigté et de l'éducation. C'est pas parce que quelqu'un est promu manager que du jour au lendemain, ils sont bons, elles sont bonnes à manager la totalité des employés. Il y a des skills à apprendre et ce qu'on a appris pendant des décennies, c'était quand même souvent ça venait de tout l'aspect soit du côté militaire, soit du côté de la production en usine. Et c'était quand même des trucs très Ouais. cadencés, très cadrés, très standardisés. Et là, maintenant, il faut vraiment qu'on apprenne à gérer des personnalités très diverses en leur permettant à chacun et à chacune de donner la totalité d'eux-mêmes. Et c'est pas facile. C'est beaucoup plus facile de dire, moi, je traite tout le monde de la même façon que de dire, je dois traiter tout le monde de la façon qui leur correspond le mieux et qui leur permette au mieux de performer. Très intéressant parce que du coup, en fait, on n'est pas sur une diversité tu vois, on est sur une diversité qui inclut n'importe quelle personne, n'importe quelle ethnie et n'importe quelle religion, comportement, voilà. Donc tout le monde est inclus. C'est pas que on se concentre seulement sur les gens pas blancs et pas mâles, quoi, tu vois, et je trouve que c'est intéressant ça parce que Ouais. tu vois, enfin, il y a un côté, il y a un côté aujourd'hui. Alors, je veux pas me mettre à dos toutes les personnes qui sont contre les hommes blancs, tu vois, mais il y a un côté qui dit, enfin, j'ai entendu moi des hommes blancs dire, bah, je suis la pire chose qui peut exister aujourd'hui, quoi, parce que je suis un homme et puis que je suis blanc, quoi, hein, tu vois. Donc, voilà, donc je trouve ça intéressant d'être vraiment très très large, quoi. Moi aussi. Ouais, toi aussi, ouais. Oui, non, tout à fait. En fait, tu as raison. Et tu as raison. Et ce que j'ai appris des consultants avec lesquels j'ai travaillé, c'est que oui, il y a la diversité, mais elle se manifeste à 4 niveaux différents. Tu as le niveau personnel, le niveau interpersonnel, le niveau institutionnel et le niveau culturel. Au niveau personnel, c'est quelles sont mes valeurs? Est-ce que je crois vraiment que tout le monde est égal? Et est-ce que je traite ces personnes de telle façon? Ça touche déjà dans le niveau interpersonnel. Donc, je vais pas te traiter moins bien que je traiterais une autre personne qui serait un homme ou qui Ouais. serait, voilà, différente de toi. Ensuite, il y a le niveau institutionnel. Quelles sont nos lois, nos politiques internes en entreprise, nos procédures? Comment est-ce qu'on gère les choses? Et ensuite, au niveau culturel. Au niveau culturel, c'est pas comment on s'habille et quel est l'hymne national. C'est qui a décidé que c'est mieux d'être blanc que d'être une autre couleur. Qui a décidé que c'est mieux d'être homme que d'être femme. Qui a décidé que c'est mieux d'être hétéro que toute autre expression Mhm. d'orientation sexuelle. Et en fait, si tu veux, euh, personne vraiment. Mais les procédures au niveau institutionnel, les systèmes ont été définis, mis en place par les personnes au pouvoir qui avaient tendance à avoir ces caractéristiques Mhm. hommes, Ouais. blancs, hétéros, d'un certain âge, etc. Et donc, volontairement ou même des fois, et la plupart du temps involontairement, ils ne se sont pas nécessairement rendus compte que ce qu'ils mettaient en place ne permettait pas l'inclusion de tout le monde. Et donc, c'est là où il y a, si tu veux, une légère différence, c'est que pour créer un monde plus inclusif, on doit consciemment être prêt à étudier chaque aspect de nos politiques, de nos procédures, de la façon dont on traite les autres. On doit être prêt à retourner toutes les pierres, même s'il y a des fois des choses qu'on a mis sous les tapis et qu'on préférait pas les voir, pour vraiment pouvoir changer la culture. Et ça, c'est pas évident. Ça demande de nouveau de l'éducation, de la compréhension, et même avec les meilleures intentions, des fois, on peut faire des choses qui sont contre-productives. Qu'est-ce que tu dirais, toi, aujourd'hui? Imagine que tu as cette conversation avec, tu vois, un manager
middle management dans une entreprise, tu vois, suisse classique, une bonne PME de, tu vois, 200, 300 personnes, je sais pas, quelque chose comme ça, et qui te dit oui, moi j'aimerais faire ça, mais en fait je peux pas parce que je peux pas faire changer mes chefs et parce que ça doit venir du top management et puis que eux ils ont d'autres chats à fouetter, donc en fait, moi, je suis convaincue qu'il faut faire tout ça, mais de toute façon, ça bouge pas. Et puis, je suis seule à me battre, tu vois. Et puis ça, on entend ça, tu vois, que ce soit pour le bien-être, pour l'adoption du digital, enfin pour la transformation digitale. On entend ça dans plein de domaines d'activité, en fait, où en fait, à un moment, si tu veux, le milieu de l'entreprise, voire même le bas de l'entreprise, a envie que ça change. Et puis en haut, ça coince, quoi. Toi, tu dirais quoi? Moi, je dis toujours, on peut pas faire changer des gens, sème tes graines, mais toi, qu'est-ce que tu dirais? Si tu veux, moi, j'ai travaillé dans des grandes boîtes où tu Ouais. pouvais pas toujours tout influencer et contrôler tout le monde. Donc, moi, mon approche en tant que responsable de ressources humaines, c'est de travailler là où il y avait de l'attraction. C'est de dire qui a envie, qui est prêt à explorer, qui est prêt à faire quelque chose et comment est-ce que je peux les aider à créer quelque chose qui va vraiment sortir du lot, qui va vraiment donner du progrès et qui va donner envie aux autres de le faire. Moi, je dis, c'est ma stratégie. Je connais pas le titre du film en français, mais en anglais, il s'appelle When Harry Met Sally. Tu te rappelles, c'est un film des années Oui, 80 avec oui, Meg Ryan et puis quand Billy Harry rencontre Crystal. Sally, ouais. Voilà, et la fameuse scène où ils sont dans le bistrot et puis il lui dit voilà moi je pense que enfin il parle d'orgasme tu vois et Oui, puis il dit moi je sais que les femmes voilà enfin il pense qu'il est sûr que c'est grâce à ses performances qu'il provoque ce type de réaction et puis elle lui montre voilà elle simule ça mm. dans le bistrot et la scène qui est assez marrante c'est qu'après, à une autre table, tu as la serveuse qui demande à une petite dame, une vieille dame, qu'est-ce qu'elle veut manger. Elle dit, j'aimerais bien la même chose qu'elle. Et en fait, si tu veux, c'est ça, c'était de dire, si on essaie de pousser les choses sur les gens qui n'ont pas envie de le faire, mais que c'est un dictat, un mandat de plus haut, souvent, tu auras de la résistance et puis tu n'auras pas un engagement suffisant et nécessaire. Par contre, si tu commences avec ceux qui ont envie de travailler, et puis que ça vraiment transforme la culture, l'ambiance dans l'équipe, que tu vois que tous les employés sont super, tu vois, tu sens qu'il y a un buzz. Et les autres managers disent, bah, j'aimerais bien la même chose. Tu peux venir faire chez moi, Ouais. tu vois. Donc, tu commences comme ça donc, c'est de montrer un petit peu à travers des pilotes, à travers des processus de démonstration, comment tu peux atteindre les meilleurs résultats. Ça, c'est une façon de le faire. Après, bien sûr, tu as quand même des fois le dictat qui vient d'en haut. Ça peut être les investisseurs. De plus en plus d'investisseurs maintenant forcent les boîtes à avoir de la diversité au niveau du board, au niveau Mhm. de la direction. Ça peut être les concurrents, ça peut être les fournisseurs, ça peut être les clients. Donc, au niveau externe, tu as aussi des forces qui peuvent pousser la direction à faire des progrès de toute façon. Mais voilà, on essaye toujours de faire où on est, avec ce qui est sous notre contrôle, et puis d'essayer de créer une espèce d'émulation. Mais tu as tout à fait raison. Je pense que la bonne intention ne suffit pas, hein, parce que c'est pas seulement une compréhension au niveau intellectuel qui est nécessaire. Il faut aussi transférer ça dans le faire. Donc, parler des 4 niveaux où le changement est nécessaire. Les consultants ont aussi dit qu'il doit être dans 3 dimensions. Et les 3 dimensions, c'est le cognitif, c'est l'action, si tu veux, et c'est l'émotionnel. Donc, je crois que tu disais la tête, le cœur et les mains. Ouais. Hein, et en fait, c'est ça. Et donc, moi, j'aime bien les analogies. Si on veut aider les personnes à changer de comportement, c'est la même chose que si tu veux leur apprendre à conduire une voiture. Tu apprends pas à quelqu'un à conduire une voiture en les envoyant dans une salle de classe, regarder une présentation PowerPoint pendant 2 heures, et maintenant vous pouvez conduire la voiture. Mais d'une certaine façon, c'est principalement ce qu'on a tendance à faire pour la formation sur la diversité et l'inclusion. Oui, il y a une partie théorie à apprendre, très important. Mais après, tu vas dans le parking avec un endroit bien dégagé et un expert à côté de toi, il t'apprend à faire les mouvements de base où tu vas pas trop faire de dégâts au début. Et petit à petit, bah, tu apprends à faire les choses un peu mieux et puis on te donne un peu plus de responsabilité jusqu'au moment où un expert te dit, bon, bah, maintenant, vous pouvez y aller vous-même. Tu peux pas faire ça au business, mais tu peux quand même mettre en place des procédures ou des systèmes où il y a une partie théorique, mais après, il y a une partie pratique
accompagné par des experts qui peuvent aider. Moi, j'ai toujours dit, si tu peux pas te payer trop d'experts, investis dans ton DRH ou dans une autre personne ou dans un coach interne qui peut être capable ensuite d'accompagner. Et moi, je lui dis, voilà, après une réunion, mon idée, c'était de faire un debrief avec le manager ou la manager et puis lui dire comment tu as trouvé que ça a été. Parce que souvent, on entend les employés disent, mais c'est pas possible. On a fait le training et puis après, on va en réunion et ils se comportent comme avant. Je dis, bah oui, mais tu peux pas changer facilement comme ça parce que tu es de nouveau dans le business, tu es de nouveau dans la pression. Alors, tu dis, bon, bah, après le meeting, je vais faire un petit peu de coaching. Est-ce que tu t'es rendu compte de la réaction sur les visages des femmes ou de tel et tel groupe de personnes quand tu as dit ça ou ça? Ah non, ouais. Et puis petit à petit, si tu le fais, tu vois, ça va gentiment rentrer, ça va gentiment permettre à la personne d'y penser différemment. Peut-être tu peux aussi l'aider à se préparer avant la réunion en disant où sont les pièges, où sont les risques, où sont les dangers, faire un debrief après. Donc, ça demande un peu de temps. Mais malheureusement, l'inclusion, c'est comme un jardin. Hein. Tu n'as jamais fini. Tu peux pas dire, ah bah ça y est, maintenant j'ai arrosé, j'ai fini d'arroser, c'est bon. Non, Mais tu vois, malheureusement, enfin, tu dois excuse-moi de te couper, c'est de la relation humaine à un moment donné. tout Donc, à la fait. relation humaine, si tu n'en prends pas soin, elle se dégrade. Donc, tu peux pas que t'occuper de toi, puis que ton petit terrain, et puis que si tu veux, ton stress quotidien. L'autre, il est là aussi, il est en miroir, et je pense, en fait, tout ce que l'autre a même, c'est sujet aussi à nous faire évoluer, quoi. De même que tout ce qui se passe dans notre vie. Donc, je pense que le quotidien, c'est un terrain de jeu pour nous faire grandir, en fait. Oui, tout à fait. Mais il faut qu'on se rende compte, malheureusement, qu'on n'est pas tous égaux. Et donc, comment est-ce qu'on crée un environnement où on peut avoir ce type de Ouais, discussion? ouais, Et c'est ouais, là aussi où on se prend souvent les pieds dans le tapis. Parce que, et ça, c'est une autre chose que j'ai appris de nouveau de ces consultants, c'est de dire, avant, ils se disaient, on avait en anglais, ils disaient les old-fashioned isms, les ismes de l'ancienne façon, donc racisme, sexisme, homophobie, etc., où vraiment un groupe pense qu'ils sont supérieurs à l'autre et traite l'autre de façon cohérente. Maintenant, dans la plupart des boîtes, bien sûr, tu as toujours un peu de ça qui reste malheureusement partout. Mais quand même, dans la plupart des boîtes, dans la plupart des sociétés, tu as des personnes qui croient à l'égalité, qui sont bien intentionnées, qui ne viennent pas là en disant je vais consciemment discriminer vis-à-vis d'un groupe X, Y, Z. Et pourtant, on a toujours des situations d'exclusion, on a toujours des situations où la culture n'est pas suffisamment inclusive. Et c'est là où c'est plus difficile, parce que comme les gens sont bien intentionnés, comment tu leur donnes du feedback? Ah, mais René, il est gentil, je sais qu'il n'avait pas l'intention de dire ça quand il... Voilà, mais malheureusement, ça ne fait pas avancer le schmilblick. ouais. Donc, et on a des managers qui disent, moi je dis ma porte est ouverte, mais personne ne vient jamais. Et je dis, hey, mais vas-y d'abord Valérie, va te plaindre, puis après on verra comment tu vas être traité. Parce que malheureusement, souvent les gens qui osent se plaindre, qui osent lever la main, ben, petit à petit, ça a un impact sur leur carrière, voire sur leur emploi. Et donc, les autres disent, bon, ben voilà, pourquoi? Parce qu'on a appris ça pendant des décennies, des siècles, que c'est dangereux de sortir la tête du lot. Ouais. Il faut rester dans la masse, et puis là, il y a la sécurité dans le nombre, si tu veux. Et donc, même si les managers ont l'intention de changer ça, c'est pas facile du tout. Ouais, ouais, bah, culturellement, moi, je pense que chacun, en fait, on va devoir tous s'y mettre, en fait, ben, nous, on est en route, hein, depuis un moment, je pense, je t'entends parler, donc tu es bien conscient de tout ça. Et je pense que tu as fait un gros travail sur toi aussi. Euh, je pense que tu disais on n'est pas tous égaux, donc il y a toute une partie de gens qui ont commencé en fait à faire ce travail de réflexion, de dire comment je peux m'améliorer, comment je peux être plus inclusif, comment je peux être plus à l'écoute, comment je peux être un meilleur manager en fait, un meilleur encadrant, un meilleur guide ou peu importe. Et puis il y en a plein en fait qui ont, tu vois, tu disais, je pense qu'il y en a plein qui ont pas du tout conscience en fait de tout ça. En fait, ils sont bien en fait, ça roule, ils sont contents. Pourquoi ils changeraient en fait? Ils se rendent peut-être même pas compte qu'ils sont malveillants. C'est pas intentionnel en fait. Donc c'est aussi comment on fait parce que c'est ça qui Et c'est même pas freine. d'être malveillant, c'est d'être pas totalement Ouais. inclusif ou pas suffisamment inclusif dans ce qu'on fait ou dans ce qu'on dit. C'est pas totalement
la même chose. Parce que de nouveau, Ouais. là où je pense qu'on a un gros problème en ce moment, et surtout ça a été amplifié par les réseaux sociaux, c'est que la discussion est trop binaire. Est-ce que je suis raciste ou pas? Est-ce que je suis sexiste ou pas? Les gens ont tellement peur d'être labellisés raciste ou sexiste ou que sais-je, qu'ils sont hyper défensifs et qu'ils ne veulent pas écouter le feedback. Parce que si ce label t'est accroché, ben malheureusement, c'est hyper difficile de l'enlever après. Hein. C'est comme une tache de spaghetti bolognaise sur un vêtement blanc, quoi. Et en fait, moi je dis non, changeons le débat. Disons plutôt sur une échelle de 0 à 10, à quel niveau d'inclusion es-tu de ce type de diversité? Ok, t'es pas un 0, t'es peut-être un 3, un 5, un 7, que sais-je. Mais personne n'est un 10. Même la personne la plus experte, la plus inclusive, n'est pas un 10. Pourquoi? Parce qu'on a tous été on a tous été éduqués dans un monde qui n'est pas inclusif. Et malheureusement, on a hérité d'un certain nombre de choses, de nouveau, depuis des décennies, depuis des siècles, et c'est hyper dur à changer. Et donc, de dire personne n'est un 10, mais vous êtes probablement pas un 0 non plus, ça crée un contexte où on peut avoir un dialogue. Parce que c'est pas est-ce que tu es du bon côté ou du mauvais côté de la division, c'est on est tous sur le chemin, on est tous sur le journey, on a tous des choses qu'on peut apprendre. Et ça, de nouveau, les consultants qui ont commencé, parce que c'était une grosse pression, c'était une espèce de poids sur les épaules des managers, ils ont dit non, le but, c'est pas de créer une société ou un environnement totalement inclusif, parce que ça, c'est utopique. Ça n'existe pas. Le but, c'est de voir ce qu'on fait qui est inclusif et de le soutenir, et puis de voir ce qu'on fait qui est pas inclusif et de voir comment on peut travailler dessus et l'améliorer. Mais après, de nouveau, t'as des managers des fois qui disent bon, ok, bon bah dis-moi ce que je dois faire. Je dis, bah, ça dépend. Il y a pas, c'est pas une question du style 2 plus 2 égale 4 et toutes les autres réponses sont fausses. Le type de question dans la diversité et l'inclusion, c'est quelle est la bonne température dans cette salle? Eh ben, il y a autant de bonnes températures qu'il y a de personnes dans la salle, malheureusement. Et toutes les et il n'y a pas une température qui est plus juste que l'autre. Maintenant, oui, historiquement, c'est peut-être le chef, souvent homme blanc hétéro, qui va décider. Ou c'est le ou la responsable, mais souvent c'est le responsable de tout ce qui est maintenance technique, service technique du bâtiment, qui va décider. Mais après, tu peux avoir d'autres processus aussi. Tu peux dire bon bah écoutez, on va prendre la température, sans jeu de mots, et demander à chacun, à chacune ce qu'il préfère. Puis après, on va aller avec la majorité. Mhm. Mais d'aller avec la majorité, souvent, ça devient la dictature de la majorité. C'est-à-dire que les gens qui sont minorisés sentent que ben, leur voix compte pas. Et puis, souvent, on leur dit, bah, désolé, c'est démocratique, donc il faut vous y faire. Oui, mais quand tu es toujours du mauvais côté, tu te dis, bah, ça, c'est pas un environnement pour moi, parce que ça marche jamais en fonction de mes besoins. Tu pourrais dire, bah, on va demander à chacun d'écrire sa température, et tous les jours, on va changer. Comme ça, au moins, chacun son tour, on a un jour la bonne température. Ou tu peux dire, ben, on va peut-être faire un petit peu plus froid qu'un petit peu trop chaud, parce que c'est plus facile de rajouter une petite laine que de se déshabiller, surtout dans un environnement professionnel. Et souvent, c'est moins la réponse qui compte que le processus. Est-ce que le processus qui a permis d'atteindre la décision a été suffisamment inclusif? Est-ce que chacun et chacune a pu s'exprimer et être écouté sans jugement? Euh, Est-ce qu'on a pu retourner vers chaque personne et leur expliquer pourquoi on a pris la décision et pourquoi peut-être la décision qu'on a prise est pas nécessairement celle qu'il voulait ou elle voulait. Donc, tu vois, c'est un petit peu ça le type de challenge qu'on a, c'est que Ouais. c'est beaucoup plus facile de dire on traite tout le monde de la même façon. Et moi, j'ai des managers qui aiment bien, même qui se plaignent de ah ben c'est la politique RH, je peux rien faire. Oui, mais quand tu leur dis bah t'as le choix, ils détestent. Parce qu'après, c'est eux qui doivent assumer vis-à-vis de l'employé pourquoi ils ont choisi A plutôt que B, et c'est pas toujours confortable. Ouais. Mais voilà, donc moi je trouve ça fascinant parce que autant si tu travailles sur un produit, ben chaque boîte et chaque produit est le même. Autant si tu travailles avec des employés et des managers, chaque personne est différente et c'est toujours un nouveau défi, un nouveau challenge de les aider à atteindre le meilleur d'eux-mêmes. C'est super intéressant. J'aime beaucoup quand tu dis en fait que tu vois il y a une marge entre 0 et 10, c'est pas binaire quoi. Donc tu as une marge de progression et je pense tu vois tu parlais d'imposteur tout à l'heure ou de se sentir pas un peu moins à la hauteur par rapport à ceux qui ont des papiers de grandes boîtes et tout ça, de grandes écoles. Moi je pense que j'ai vécu la même chose que toi en entreprise à me dire ben ouais moi avec mon brevet
voilà, j'ai pas de master, j'ai pas de doctorat, et pourtant le taf, je le fais la même chose. Mais en fait, je me sens moins bien, tu vois. Là, aujourd'hui, j'ai un petit syndrome en me disant, ouais, je suis pas très douée en français. J'aimerais écrire un livre, ben j'ose pas écrire parce que pourtant j'écris beaucoup. Euh, je viens pas d'une grande école dans laquelle j'ai appris le français, quoi, tu vois. Donc j'écris le français comme je le parle, quoi. Donc c'est très, enfin tu Ouais. vois, c'est intéressant en fait tout ça. Puis d'un autre côté, ben il y a tout un tas de gens qui adorent en fait quand on parle et puis qu'on peut être compris, que eux nous comprennent, quoi, tu vois. Donc en fait, je pense qu'il doit y avoir de tout pour tout le monde. Oui, et si tu veux, ça c'est une autre forme d'exclusion, c'est l'élitisme, hein. C'est-à-dire Ouais. que il y a un groupe de personnes qui exclut un autre parce il leur faut comprendre qu'ils sont moins bien qu'eux. Et de nouveau, ça c'est une forme d'exclusion. Donc, si tu veux, ça c'est une autre chose que j'ai appris, c'est que il y a les différences, mais il y a aussi la différence de pouvoir entre le groupe qui a eu accès au pouvoir, qui a pu contrôler le dialogue, les standards, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux, Mhm. etc., et les autres, et ceux qui ont été historiquement exclus. Donc, par exemple, quelqu'un va dire, oui, mais les rouquins, les rouquins aussi, si tu... Alors, à un certain niveau, peut-être, mais c'est quand même beaucoup moins important, beaucoup moins historiquement grave que certains autres types d'exclusion euh, qui atteignent. Moi, je me rappelle au début avec mon épouse, là, quand on commençait à sortir ensemble, il me dit ah non, on va pas dans cette rue, c'est trop dangereux. Je dis mais attends, moi j'ai jamais dû décider et choisir si je peux aller dans cette rue ou dans telle autre. Tu vois, moi je suis un petit peu corpulent, bien voilà. Moi je vais où je veux. Et de me rendre compte qu'il y a la moitié de la population qui doit quand même faire attention, qui doit quand même choisir si elle ose aller là ou pas, parce que ça peut créer des risques pour elle-même. Ça ouvre un petit peu. On a fait des activités avec des consultants aussi, et ils nous ont donné tout un tableau avec tous les types de diversité, avec les groupes qui, pour chaque variable, étaient inclus, exclus, et puis historiquement, puis ils nous en ont donné entouré. Alors moi, j'étais inclus, jusqu'à ce que j'arrive à peu près en bas de la page, où c'était anglais comme deuxième langue, dans un environnement multinational où l'anglais est la langue principale. Et puis ensuite, ils ont demandé, faites un travail, donc une petite activité. Essayez de penser à un exemple où vous pensez que vous avez été traité moins bien que les autres Mhm. du fait d'appartenir à ce groupe et quels ont été les sentiments, mais aussi les côtés positifs de la chose. Donc, côté positif, ok, multiculturel, je comprends différentes langues, etc. C'est quand même plus riche que d'être seulement une langue. Mais par contre, je me rappelais aussi qu'au début, quand j'avais été améliorer mon anglais aux États-Unis, bah, le temps que je forme ma phrase, la discussion avait évolué et c'était trop tard pour moi pour dire ce que Ouais. je voulais dire. Donc, personne ne pouvait m'écouter et savoir ce que je voulais dire. Ou alors, tu l'avais dit et tu avais obtenu la reconnaissance de tout le monde pour mon idée. Et là, tout d'un coup, tu le sens pas seulement là, mais tu le sens dans tes tripes, tu sais, cette frustration. Je Et je me sais. suis dit, wow, waouh, si je sens ça que pour la langue, qu'est-ce que c'est d'être une femme, d'être une personne de couleur, d'être une personne LGBT, etc. Voilà, je veux dire, de nouveau, ça m'a ouvert les yeux et je me suis dit, il faut que je comprenne. Et ils avaient de nouveau ces outils en disant, avec des bonnes intentions, c'est très difficile d'avoir ce type de dialogue parce qu'on se sent facilement jugé sur ses intentions. Ouais, ouais, Or, la personne ne veut pas nécessairement attaquer nos intentions, mais dire malgré tes bonnes intentions, voilà comment j'ai ressenti, malheureusement de manière un peu négative, ce que tu as dit ou ce que tu as fait. Et je pense que le moins qu'on puisse faire, c'est de les écouter et puis au moins de valider leurs sentiments. Ok, je suis désolé, c'était pas mon intention, mais je comprends que ça a causé ce type de sentiment chez toi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut corriger ça? De travailler ensemble pour trouver une solution aussi. ouais, mais tu vois, ça nécessite d'ouvrir le dialogue, en fait, et de chacun oser se montrer vulnérable. Tu vois, on en parlait en intro, d'oser dire, je sais pas comment faire. Comment est-ce que tu as envie que je t'inclue, que je sois avec toi, en fait, pour que tu sois bien. Mais Et tu c'est hyper vois, difficile parce enfin, que dans ouais, le monde du business aujourd'hui, malheureusement, c'est quand même hyper compétitif. Pour atteindre le niveau de management auquel la personne est aujourd'hui, elle a dû se battre, elle a dû mettre en avant tous ses points forts, puis essayer de cacher un peu tous ses points faibles. Et tout d'un coup, tu leur dis, maintenant, il faut commencer à dévoiler vos points faibles. Bah non, parce que c'est dangereux.
et pendant que je travaille sur mes points faibles, il y a 10 personnes qui sont derrière moi, qui attendent de me poignarder dans le dos pour prendre ma place. Ouais. Mais voilà, c'est la même chose que si tu dis à un Federer ou à un Wawrinka, si tu veux continuer à t'améliorer, tu dois changer ton service. Et on dit, ah, mais moi, je suis bon avec le service que j'ai aujourd'hui. C'est comme ça que je suis devenu un champion. Pendant que je change mon service, je serai moins bon. Et donc, les autres vont me dépasser. Et c'est ça qui est difficile pour les managers aujourd'hui, c'est dire comment est-ce qu'on arrive à créer un environnement où c'est OK pour eux et elles d'admettre là où ils sont peut-être moins bons, là ils ont envie de se développer ou peut-être ne savent même pas, mais ont besoin de se développer et de progresser. Et donc, il faut de nouveau, idéalement, avoir un management qui dise on veut changer notre culture et il faut commencer depuis tout en haut. Ouais, c'est ça. Le plus haut on peut commencer, le mieux c'est. Et donc, moi, je me rappelle quand j'étais avec Procter en Angleterre, on avait vraiment dit, c'est la culture qu'on veut changer. Et donc, on n'avait pas singularisé un seul groupe, par exemple les femmes, mais on avait dit, on va avoir un groupe de travail pour les femmes, on va avoir un groupe de travail pour les personnes de couleur, on va avoir un groupe de personnes pour les laborantins, parce que de nouveau, il y avait un problème de classe entre le management et les personnes dans les labos. Ouais. Puis ensuite, on a créé le premier groupe LGBT qu'on avait hors des États-Unis pour créer là-dessus aussi. Et donc, les gens ont dit, bah, OK, au moins, on sent qu'on nous dit pas, c'est vous le problème, mais on nous dit, c'est la culture le problème, et on nous donne des forums et des opportunités de discuter pour voir comment ces problèmes se manifestent et qu'est-ce qu'on peut faire pour progresser. Ouais, c'est génial. Parce que finalement, tu vois, de le faire de cette manière-là, ben, tu mets pas le doigt, en fait, sur tout ce qui va pas. Tu permets, en fait, aux gens d'aller là où ils ont envie de contribuer et puis de se réinvestir, de se réengager, au sein de l'entreprise. Ce que tu disais tout à l'heure en intro, où on a un grand désengagement dans les entreprises en ce moment. Donc, voilà, ça permet déjà ça, quoi, aussi. C'est ça. Mais de nouveau, après, tu peux faire tout ce que tu veux au niveau de nouveau institutionnel. Tu peux changer on a changé la loi au niveau de l'égalité salariale il y a combien d'années en arrière? Et pourtant, on l'a toujours pas aujourd'hui. Puis après, on va donner chaque cas, on va dire, ah oui, mais tel cas, c'est parce que ci, parce que ça. Donc, comment tu passes de l'individu Au au système. macro? Ouais. Et puis, où est-ce qu'il y Ouais. a voilà. Et je pense que on doit regarder à tous les niveaux et on va peut-être se rendre compte, ah oui, mais c'est parce que les femmes, elles prennent une pause de carrière pour les maternités. Bon, ok, très bien, mais après, pourquoi est-ce qu'on les pénalise? Comment est-ce qu'on arrive à mettre en place des systèmes qui font que même s'il y a eu une pause, c'est pas un retard qui n'est jamais récupérable par la suite. Moi, quand j'étais dans la boîte, la Oxfam, je me rappelle une collègue anglaise dans les ressources humaines qui m'a dit, René, t'es contre les hommes blancs britanniques. Et je dis, non, je suis pas contre les hommes blancs britanniques, mais si on a un poste de chef de pays ou pour lequel on recrute, et puis que les 4 finalistes que vous me donnez, c'est que 4 hommes blancs britanniques, je dis, il y a un problème. Ça veut dire que notre processus n'a pas été suffisamment inclusif de trouver les talents, des talents de nationaux du pays, par exemple. Et puis après, on dit, OK, si nos règles, c'est il faut avoir un diplôme avancé, donc master ou plus, il faut avoir l'expérience dans 2, 3, 4, 5 pays, il faut avoir travaillé sur ce type de problème. Il y a eu cette opportunité jusqu'à maintenant. Bah, les gens qui sont déjà dans le circuit, qui sont déjà des expatriés, et par définition, on exclut les personnes. Et pourtant, maintenant, dans chaque pays, tu as des personnes très compétentes qui ont été dans des universités de haut niveau et qui sont tout à fait capables de faire le travail aussi. Mais il faut qu'on change notre mindset. Et c'est pas facile. Ouais, c'est ça. Et puis, tu vois, moi, ça me fait penser ou changer de mindset et puis vraiment, alors l'état d'esprit, c'est une chose, de comment tu vois les choses, mais après, comment tu t'exprimes, comment tu le formules, parce que, enfin, tu vois, moi, il y a quelques années, je rencontre une femme, comme ça, on commence à discuter et tout, puis, tu vois, elle me demande si je suis en couple, machin, je lui parle de mon mari et tout, puis après, je dis, et puis toi, t'es mariée? Je dis, non, je suis en couple avec une femme, ou tu vois, j'ai dû dire, et ton mari fait quoi, ou un truc dans ce genre. Elle me dit, ah, je suis en couple avec une femme. Et alors là, je me dis, mais attends, je dois changer mon vocabulaire, en fait. Je veux dire, quel est ton partenaire, tu vois, et puis pourtant, enfin, moi, je me considère comme super ouverte, et voilà, pourtant, mon vocabulaire, il est toujours standard. Enfin, si tu es en couple, c'est un homme, une femme, et puis c'est ça qui donne une famille, tu vois, et je parle encore comme ça, même si j'ai envie que tout le monde puisse être lui-même en famille
et avoir des enfants et tout ça. Enfin, tu vois, mais j'ai pas encore fait le changement, en fait, dans mes mots. Donc, Oui, mais c'est après, pas il faut de nouveau, facile, moi, tu vois, aussi. je suis plein de compassion pour tout le monde dans ce processus parce que c'est hyper difficile pour tout le monde. Et donc, ça, c'est un autre des problèmes. Hein. Tu parlais des toilettes inclusives et ce genre de trucs-là au tout début. Les gens qui se concentrent uniquement sur essayer de trouver les fautes et puis de blâmer les personnes pour ne pas avoir dit ou fait les choses parfaitement, à mon avis, c'est pas la bonne approche. Un, parce que personne n'est parfait. Donc, avant de nettoyer devant la porte des autres, nettoyez devant votre propre porte à vous. Et malheureusement, tous les jours, il y a des choses à nettoyer devant la porte de chacun et de chacune. Et puis, deuxièmement, plutôt que de dire, OK, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça et comment est-ce qu'on peut changer les choses? Moi, j'ai été travailler de 2 ans aux États-Unis au milieu des années 90. Ben, j'étais vraiment pétrifié à l'idée de dire quelque chose d'incorrect au niveau des relations raciales parce que je savais que c'était un sujet assez chaud là-bas et moi, je n'avais pas du tout travaillé là-dessus. Et donc, voilà, j'ai dû apprendre, comme tu dis, les codes, les vocabulaires. Mais j'ai appris aussi que les mots changent. À l'époque, on n'osait pas dire noir, on disait African American. Mais au fur et à mesure, ils ont commencé à se réapproprier le mot noir parce que de le nier, ça nie une partie de qui ils sont, si tu veux. Et donc, il faut aussi savoir un petit peu suivre, il faut savoir un petit peu comprendre. Mais il faut faire très attention de pas trop intellectualiser les choses non plus. Hein, parce que autant je parlais de l'élitisme avant avec avoir un master, un PhD ou pas, mais tu peux aussi avoir maintenant des gens qui sont très impliqués dans le domaine de la diversité et inclusion, qui commencent à utiliser des mots de plus en plus scientifiques, de plus en plus longs, de plus en plus composés, et qui finalement font que la plupart des gens sont un peu perdus. Et ça n'aide pas à avancer les choses. Donc, je pense qu'il y a une partie académique qui est importante. Mhm. On se rend compte maintenant que malheureusement, le monde n'est pas aussi simple et aussi facile à catégoriser qu'il l'aurait été au début, parce que des races pures, ça n'existe quasiment plus. Hein. On est tous des mélanges de différentes Ouais. races. Donc, voilà, je veux dire, tu te décris comment? Il faut donner la possibilité aux identités multiples qui composent chacune des personnes. Je m'appelle les consultants disant, on est un millefeuille de variables, si tu veux. Et donc, dans certaines variables, on tombe du côté qui a été historiquement inclus. Dans d'autres, on tombe peut-être du côté qui a été historiquement plutôt exclu. Et je me dis là aussi, pour aider les managers, ceux qui disent qu'ils sont totalement, qui ne se rendent même pas compte. Moi, je dis, c'est comme des poissons dans l'eau. Dire des poissons dans l'eau, ils se rendent pas compte qu'ils sont dans l'eau, jusqu'à ce que tu les sortes de l'eau. Ah oui, c'est ça. C'est comme, Et tu puis sais, tout d'un coup, l'histoire de la grenouille qui savait pas qu'elle était en train de cuire, quoi. Tu vois, c'est. voilà, ça c'est aussi autre chose. Ouais. Mais tu vois, l'aspect de la grenouille, c'est le changement abrupt ou Oui. progressif. Ouais. Mais ici, si tu veux le poisson dans l'eau, bah, il est totalement dans un environnement et puis son corps est totalement dessiné pour être parfaitement en adéquation avec cet environnement. Puis un jour, ils se disent, on va être plus inclusif, on va embaucher des chats. Et puis ils se rendent compte que les chats, ils ont de la peine dans l'eau. Mais ils veulent les aider. Donc ils disent, on va leur donner des cours de natation. Et puis tu sais, si tu rases ta fourrure, tu seras plus comme nous et ça sera plus facile pour toi. Et ils continuent de se plaindre avec tout ce qu'on fait pour les aider. Et puis les chats disent, oui, mais venez dehors de l'eau et venez un petit peu travailler avec nous dehors de l'eau, puis après on verra. Si tu veux, c'est un petit peu, je m'excuse de l'image est un peu Moi, j'adore. simpliste, Non, mais mais je trouve c'est très bien parce que ça parle à tout le monde, tu vois. Donc, c'est très bien. Merci. donc voilà, donc c'est de dire, il y a différents environnements. Nos environnements étaient parfaitement créés pour le type de personnes. Un autre exemple. On dit, ben, les femmes, on ne devrait pas leur forcer à choisir entre la carrière et la famille. Et historiquement, on leur a toujours dit, ben, s'il faut choisir, malheureusement, vous devez choisir la famille et sacrifier votre carrière. Mais également, aux hommes, on leur a dit depuis des décennies que s'ils doivent choisir, ils doivent sacrifier la famille et ils doivent choisir la carrière. Et je suis sûr qu'il y a des tas d'hommes, moi y compris, qui ont souffert de ça, qui Bah, n'auraient ouais. pas voulu devoir Ouais. choisir entre les deux. Ouais. Et donc, quand on corrige, il faut qu'on corrige pour les deux. Et de nouveau, si ça fait des années maintenant qu'on travaille pour améliorer les choses au niveau du genre pour les femmes, on n'a pas suffisamment investi dans la partie homme de l'équation pour aider les hommes à mieux comprendre le pourquoi du changement, comment est-ce que ça va être bénéficiaire pour eux aussi. Moi, j'ai remarqué que dans des boîtes où j'étais, même les managers les plus éclairés disaient oui, c'est important pour eux ou pour elles. Mais je dis, tant qu'ils disent pas c'est important pour moi, on va pas y arriver. Et Ouais. d'avoir un environnement plus inclusif,
où il y a plus de diversité, où il y a plus de différents points de vue, c'est bénéficiaire pour tout le monde, y compris le groupe dominant. Mais c'est sûr que si avant, tu avais 10 promotions, si tu avais 9 promotions qui allaient à des hommes et une seule à une femme, et maintenant que tu as 5 et 5, il y aura moins de promotions pour les hommes. Alors tu peux leur dire, oui, bah arrêtez de vous plaindre, ça fait des décennies que vous bénéficiez du système. Ah bah, pas moi, mes prédécesseurs peut-être, mais pas moi. Pour moi, donc et là, de nouveau, les consultants étaient utiles parce qu'ils ont dit, oui, il y a des sentiments au travail, on ne peut pas les ignorer. Et il y a des sentiments positifs et négatifs de faire partie des deux groupes. Et tu peux pas dire de nouveau au groupe qui historiquement a bénéficié qu'ils n'ont pas le droit d'avoir des sentiments négatifs. Et parce que là, autrement, tu vas avoir tout cet aspect réactionnaire qu'on a de nos jours avec Trump, avec Brexit, avec certains mouvements hyper populistes qui sont contre tout ce changement. Mais de l'autre côté, il faut aussi qu'on soit beaucoup plus compassionné, hein, de nouveau, qu'on ait beaucoup plus de compassion, qu'on arrête euh, de traiter certaines personnes de mauvaises ou de faisant partie du problème. Et disant non, on est tous dans le problème malheureusement et on a tous un rôle à jouer pour essayer de changer. Désolé, je vais dans tous les sens. Ah, j'adore. Non, non, mais moi, tu m'as embarqué, quoi. Donc, enfin, tu vois, là, on entendait, je viens sur un sujet d'actualité. Naël, je crois, le jeune, hein, en France, là, qui est, voilà. Il y a eu des réactions dans Lausanne, et voilà, donc j'entends autour de moi, oui, mais enfin, on n'est quand même pas en France, et puis c'est pas nanana. Enfin, tu vois, je dis, mais c'est pas en fait parce que on n'est pas en France ou parce qu'on n'est pas dans le même contexte, voilà, que les personnes ici elles souffrent pas, quoi. Donc il y a peut-être on sait, et puis on n'a aucune idée de pourquoi elles se sont comportées comme ça. Peut-être c'était pour rigoler, peut-être c'était juste facile, mais peut-être qu'il y avait vraiment quelque chose à exprimer. Et puis peut-être c'est le moment aussi de se rapprocher d'elles et puis d'aller écouter ce qu'elles ont à dire. Et vraiment, quoi, pas juste voilà. Donc comme toi, enfin, je crois qu'on vit dans un monde qui est très complexe aujourd'hui, et puis on peut pas tout simplifier. Je crois qu'on peut, je sais même pas si on arriverait à comprendre tout le monde, en fait. Et en tout cas, si on arrive à, tu vois, avoir un peu de compassion pour plus de personnes, je pense qu'on se portera déjà beaucoup mieux, quoi. Ouais, non, t'as raison. Et de nouveau, là, c'est une chose que j'avais appris avec l'aide de ces consultants, c'est qu'ils disent que quand la culture est pas inclusive, ça génère un certain type de comportement. Et le premier comportement, c'est que ceux qui se sentent pas inclus, ils commencent à avoir des comportements contre-productifs. Faire des manifs, foutre le feu à des voitures, des caves ou que sais-je, des déprédations et autres. Ou ils se font mal à eux-mêmes aussi, hein, avec des abus de produits, de drogue, Mhm. etc. De l'autre côté, tu as tendance à être beaucoup plus de nouveau réactionnaire aussi et de dire, bon, bah, puisqu'ils n'arrivent pas à se prendre en main, on va devoir devenir de plus en plus interventionniste. Et au lieu d'aider, ça exacerbe le problème. Malheureusement, de nouveau, a priori, les gens, ils vont pas dans ce type de relation avec cette intention-là. Donc, au bout d'un certain temps, il y a ils se blâment mutuellement. Ah, mais tout ce qu'on fait pour les aider, ils continuent de se comporter comme ça. Et les autres disent oui, mais ce qu'ils font, c'est que du blabla. Et puis ça dure pas ça dure pas. Je veux dire, c'est une fois ou l'autre pour être bien dans les journaux, etc. Donc après, tu commences à t'éviter les uns les autres parce que c'est trop pénible quand on se rencontre, on se dispute tout le temps et c'est jamais constructif comme discussion. Mais plus on s'isole les uns des autres, plus on a tendance à moins se comprendre et à renforcer des stéréotypes qu'on pourrait avoir les uns pour les autres. Et souvent, tu dis, mais c'est pas parce qu'ils sont, tu vois, d'un milieu moins privilégié ou c'est parce que eux-mêmes sont de mauvaise volonté, ils n'ont pas fait les efforts, etc. Et puis après, tu dénies même l'impact de ces gens. Et donc ensuite, ils disaient, qu'est-ce qu'on peut faire à la place? Et c'était totalement dans le dialogue, c'était totalement dans le respect mutuel, c'était vraiment d'apprendre à connaître l'autre. Hein, plus on est éduqué, malheureusement, plus on a l'impression de déjà connaître les réponses. Moi-même, souvent, je me surprends à avoir déjà décidé et avoir déduit donc j'ai même pas besoin de te parler. Je suis sûr que je sais ce que tu vas Ah ouais, dire. ouais. Et puis, et ça n'aide pas. Donc le dialogue, mais un dialogue où on s'écoute vraiment. Et ça, c'est pas facile. Et de nouveau, de créer cet environnement qui est suffisamment sécure pour que les gens osent s'exprimer et puissent se sentir
valider et se sentir compris. Et puis après, ça prend du temps, hein. La progression, elle n'est pas linéaire. Il y aura des hauts et des bas. Et il faut pas qu'au premier bas, on dise, bon, je savais bien qu'ils étaient pas sérieux et qu'ils allaient pas le faire. Regarde. Non, je veux dire, il y aura des hauts et des bas, mais il faut regarder la direction. Si la direction est toujours va dans le bon sens, on continue d'engager et puis on gère les hauts et les bas au fur et à mesure qu'ils se présentent. Fantastique. C'est juste, c'est tellement juste, ouais. C'est un chemin, c'est une évolution. Donc voilà, comme tu dis, il y a des hauts et des bas, quoi. C'est jamais linéaire, malheureusement, ou heureusement, parce que ça serait triste si Ouais. c'était linéaire. Et je dirais que quand même en Suisse, on a été assez privilégié parce qu'on a quand même une culture qui est, d'une manière générale, assez inclusive de l'environnement qu'on a eu pendant des siècles. Mhm. C'est-à-dire que il n'y a pas de passe-droit généralement, hein. Je veux dire, si tu prends historiquement, hein, le modèle, c'était bon, c'était pour les hommes. Mais si tu commences en bas de l'échelle, à l'armée, dans le business et au niveau politique, hein, tu es une recrue, tu es un apprenti, et puis tu commences au niveau communal si tu veux faire de la politique. Et puis petit à petit, tu progressais pour avoir des responsabilités. Alors que dans d'autres pays, tu as souvent quand même des possibilités d'aller Ouais, directement à l'école d'officier ou d'aller directement à une grande école qui te donne immédiatement accès à des positions de direction, etc. Et donc, tu le vois, maintenant, on les voit souvent dans les émissions. Même, tu as des anciens conseillers fédéraux, conseillères fédérales, qui sont sur leur vélo, qui vont à la COP faire les courses, qui vont aussi, etc. Finalement, on est quand même, on se sent tous propriétaires de notre pays et de notre environnement et responsables et d'avoir suffisamment accès à des possibilités de changement ou à la personne qui peut faire changer les choses. C'est moins centralisé. Il y a beaucoup moins centralisé à Berne que tu as dans d'autres pays aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'on est totalement inclusif non plus. Et c'est là aussi où il faut qu'on apprenne. Maintenant, on a accueilli énormément de réfugiés de tout un tas de pays pendant des décennies. Maintenant, on est un petit peu moins accueillant, mais aussi, je comprends que il y a de plus en plus de demandes et puis que les gens, ça leur pose quand même des soucis aussi à ce niveau-là. Il n'y a pas de solution parfaite. Donc, comment est-ce qu'on gère ça? Comment est-ce qu'on s'assure qu'il continue d'avoir du dialogue? Comment est-ce qu'on donne aux gens les chances de pouvoir s'intégrer? La plupart des gens, généralement, qui décident de fuir leur pays, c'est qu'ils ont quand même suffisamment le sens d'initiative et de responsabilité qu'une fois qu'ils arrivent ailleurs où ils ont des chances, bah, si on leur donne cette chance, ils vont la saisir et puis ils vont très bien s'intégrer. Tu le vois dans notre équipe de football, maintenant, il y en a très peu qui sont d'origine que tu pourrais dire suisse de 3, 4, oui, 5, 6 générations. C'est des deuxièmes générations et tout. Et voilà, donc on a cette possibilité, on a une culture qui permet ce type d'inclusion. Il faut qu'on la, on peut pas se dire, voilà, parce qu'on l'a eu, tout va bien fonctionner. Il faut qu'on continue d'investir là-dedans. Il faut qu'on continue de l'entretenir, de la nourrir, de la chérir et puis voilà. ouais. Donc c'est à nous de nous poser la question. Enfin, tu vois, je pense chaque fin de journée ou de semaine ou peu importe quoi, mais de temps en temps de se poser, de faire un peu un bilan de soi à soi, puis de se dire mais est-ce que j'ai été suffisamment bien aujourd'hui quoi? Qu'est-ce que je peux encore améliorer? Voilà, est-ce que j'ai bien traité tout le monde quoi? Est-ce que je me suis bien Voilà. traitée? Et demander du feedback. Si Ouais. on demande du feedback à d'autres personnes, surtout de nouveau si on est dans une position de pouvoir, et puis que tout d'un coup une personne prend un risque et te donne le feedback qui est peut-être un petit peu moins positif que ce qu'elle t'aurait donné par le passé, il faut surtout pas la punir ou il faut surtout pas donner une impression que ça aura une conséquence négative. Parce que là, de nouveau, si pour une fois que quelqu'un prend un risque, elle paye les conséquences, ben, malheureusement, cet impact confiance qu'on aurait pu créer, il va être perdu et puis il va être très dur. La confiance, c'est hyper dur à construire et c'est perdu très rapidement, malheureusement. Donc, voilà. Merci René. J'ai 10 000, je pourrais discuter avec toi encore pendant des heures, comme avec beaucoup de gens d'ailleurs. Euh, pour terminer, qu'est-ce que tu aimerais encore partager? Est-ce que tu as envie de nous partager quelque chose? Je sais pas, quelque chose que tu as envie pour le monde, pour tes enfants, pour tes filles, je sais pas, pour la vie, pour les entreprises, peu importe. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Je pense que c'est très facile d'être découragé par l'ampleur de la tâche. Mhm. Mais
il faut qu'on agisse où on a le pouvoir d'agir. Donc, commençons autour de soi. Commençons avec sa famille, commençons avec ses amis. Faisons une espèce d'analyse. Où est-ce que j'en suis? Quel environnement j'ai créé? Est-ce que les personnes peuvent s'exprimer? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses? Est-ce qu'on peut avoir besoin d'aide? Parce que, très honnêtement, autant moi, je me sens hyper compétent à faire tout ça quand je travaille en tant que DRH ou en tant que consultant pour aider des tierces parties. Mhm. Autant quand c'est moi dans mes propres relations, des fois, c'est plus difficile. Moi, je dis, je peux pas être le RH et puis le participant en même temps. Donc, faut que je choisisse le chapeau que j'ai. Et, euh, et voilà, si tu veux être totalement toi-même, malheureusement, ça sort brut de coffrage et c'est pas tout à fait toujours hyper poli et hyper lisse et hyper, tu vois, revu et corrigé comme ça pourrait être dans un environnement professionnel. Mais voilà, c'est important. Donc, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau des amis, que ce soit au niveau culturel, de sportif, que sais-je, qu'est-ce qu'on fait pour changer les choses? Qu'est-ce qu'on fait pour avancer chez public? Qu'est-ce qu'on fait pour créer une ambiance qui est plus accueillante de diversité et qui permet à chacun d'être soi-même et de s'exprimer. Et on va y arriver. Je suis Je convaincue. suis un optimiste. Moi aussi, je suis une grande optimiste, quoi. Même, mais ça m'empêche pas d'être lucide. Absolument. Mm. Je te remercie. Lucide et optimiste ou idéaliste et pragmatique, on est obligé d'être un peu des deux. Ouais, ouais. Mais tu vois, enfin, j'ai eu cette conversation avec beaucoup de gens, en fait, qui me disent, ouais, moi, j'ai envie de vivre dans un monde de bisounours et j'aimerais que tout le monde vive dans ce monde de bisounours. Malheureusement, je pense qu'une fois que tout le monde est dans le monde de bisounours, ça ressemble dangereusement aujourd'hui. Mais euh, je, je peux pas vivre dans un monde qui n'a pas d'espoir, en fait. À quoi ça sert de vivre si t'as pas d'espoir? Voilà, ça c'est mes questions existentielles, tu vois. Donc j'ai besoin, en fait, de me dire, d'être idéaliste, d'être positive, de voir le verre à moitié plein, parce que sinon, ça sert à rien, quoi. Autant baisser les bras. Mais je peux pas. Voilà. Ouais, mais comme tu dis, ça vient à moitié bien. Moi, j'écoutais hier soir un podcast où Tony Blair était interviewé sur le processus de paix d'Irlande du Nord qui a eu lieu en 1998, Ouais. qui s'appelle Vendredi Saint, parce que c'est ce jour-là qu'ils l'ont annoncé. Et il disait très clairement, d'abord, il avait jamais toutes les parties dans la même salle en même temps. Il faisait un petit peu la navette. Et puis, bah, il présentait quand même le côté vers à moitié plein de ce que les autres avaient dit, parce que c'est trop facile autrement de prendre un truc négatif puis dire, bon, bah, on va jamais y arriver. Mais si tu trouves le côté vers à moitié plein, si tu trouves la petite chose qui peut te permettre de construire dessus, il y en a toujours, il y en a partout. Et tu fais une chose à la fois. Et tu fais un pas à la fois. Le but, c'est pas d'avoir un truc totalement parfait, totalement inclusif du jour au lendemain. De nouveau, ça n'existe pas. Même dans les sociétés, tu peux avoir fait toutes les formations que tu veux, tous les processus que tu veux. Chaque semaine, chaque mois, il y a des nouveaux employés qui commencent et tu dois recommencer. Non, Il y a mais des nouvelles personnes promues managers, donc tu dois toujours entretenir ça. c'est la vie. C'est ça, la vie. C'est ça. Merci beaucoup, René. Merci à toi, Valérie.